on tako tekki donc chaque mois de décembre baddum jangoɓe école ɓe kam ngala en non ben quand même Bonsoir chers téléspectateurs, heureux de vous retrouver dans le cadre de cette émission Liqa Khas qui reçoit ce soir un invité exceptionnel, un ancien candidat à l'élection présidentielle, la dernière en date, qui est président du Mouvement pour la refondation et qui préside également la convention Vivre ensemble. Vous l'aurez reconnu sans nul doute, il s'agit de M. Kane Hamidou Baba. Merci, Monsieur le Président, d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Bonsoir. Titulaire d'un doctorat en sciences de la communication et de plusieurs diplômes supérieurs en sciences sociales et économiques, mon invité est aussi consultant international. Il fut un haut fonctionnaire de l'État mauritanien pendant un certain temps avant de devenir un homme politique de première classe. Je vous invite tout de suite à suivre la biographie de mon invité avec l'un de nos collègues de la rédaction française, Mohamed Lamine Oulbakar. De formation pluridisciplinaire, M. Kane Hamidou Baba est titulaire d'un doctorat en sciences de la communication, Université Paris 2, Panthéon, 1983. De 2 DA en sciences sociales et économiques, Université de Paris 1 et 2, Sorbonne Panthéon, et diplômé d'études supérieures en sciences politiques, Université Paris 1, Sorbonne. Après ses études supérieures, il rentre en Mauritanie où il a servi pendant 8 ans au cabinet du chef de l'État en qualité de chargé de la communication. Il fut en même temps un professeur associé à l'Université de Nouakchott et à l'École normale supérieure. La carrière politique du docteur Kane Hamidou Baba commence en 1991-1992, année durant laquelle la Mauritanie se dote d'une nouvelle constitution, prône le multipartisme et organise des élections présidentielles sur fond de violations graves des droits de l'homme et de fraude massive. Dr Kane Hamidou Baba, après avoir activement participé à la création de l'Union des forces démocratiques, parti d'opposition à l'ex-président Mahayour Sidi Ahmed Taya, et soutenu le candidat de l'opposition Ahmed Ould Daddah, démissionne de son poste pour protester contre les fraudes électorales et les atteintes aux droits de l'homme. Dr Kane milite activement au sein de l'opposition démocratique, notamment à travers son parti, le Rassemblement des forces démocratiques, RFD, créé en 2001 et héritier de l'UFD, victime d'une dissolution arbitraire du régime autocratique de Ould Taya en octobre 2000. Candidat aux élections législatives de 2001, M. Kane fut élu député à l'Assemblée nationale, puis réélu en 2006 et membre du bureau de l'Assemblée où il occupe le poste de deuxième vice-président. Il est également le vice-président du Rassemblement des forces démocratiques, le principal parti du pays, dirigé par M. Ahmed Ould Daddah et membre de l'Internationale socialiste. Candidat aux élections présidentielles de 2009, Kane Hamidou Baba crée son parti, le Mouvement pour la refondation, MPR, au sortir de ces élections. Il participe aux élections législatives, municipales et régionales de 2018. Dr Kane Hamidou Baba est candidat de la coalition Vivre Ensemble à l'élection présidentielle de juin 2019. Dr Kane Hamidou Baba est par ailleurs un consultant international qui a effectué plusieurs missions dans une trentaine de pays d'Afrique pour le compte de la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la GTZ, etc., portant sur les questions du développement et de la bonne gouvernance. On commencera par, si vous le voulez bien, la dernière actualité, celle qui met fin à une crise. Désormais, les étudiants âgés de plus de 25 ans sont autorisés de nouveau à s'inscrire à l'université. Qu'est-ce que cela représente pour vous en tant qu'homme politique, en tant que professeur d'université, en tant tout court de parents d'élèves ou d'étudiants? Oui, vous savez, vous avez raison de dire d'abord, je dirais en tant que parent d'élèves ou d'étudiants, mais aussi en tant qu'ancien étudiant avant de devenir professeur. Nous ne pouvons que nous réjouir, évidemment, de cette nouvelle. C'est une nouvelle qui vient à point nommé. C'est une nouvelle qui contribue à l'apaisement du front social et il faut donc saluer cette nouvelle. Dans un pays où, vous savez très bien, où nous avons à peine 10% d'admis au bac, il appartenait d'ailleurs
au gouvernement au pouvoir de courir derrière les bacheliers et non l'inverse. Si aujourd'hui le gouvernement se ressaisit, il faut saluer bien sûr cette décision. Monsieur le Président, la coalition Vivre Ensemble que vous présidez vient d'adopter sa charte et s'est dit ouverte aux forces progressistes selon les termes du communiqué sanctionnant la réunion. Cependant, on dit qu'il y a déchirure au sein de cette convention, cette CVE. Que s'est-il passé réellement? Je pense que le mot déchirure est un bien gros mot. Il s'est passé comme ce qui peut se passer dans n'importe quelle organisation qui décide de consolider, de renforcer ses structures, où il y en a qui traînent un peu les pieds, tandis que d'autres veulent accélérer la cadence. C'est ce qui s'est passé, tout simplement au niveau de la CVE. Vous savez que nous sommes sortis des élections présidentielles avec une demande très forte de la base de la CVE qui voulait que cette expérience de CVE soit prolongée, qui voulait que cet essai soit transformé à travers bien sûr une consolidation de la CVE. Certains ont préféré entendre ou écouter le message fort qui est venu de la base et se sont dit que la meilleure manière de le faire, c'est de s'entendre bien sûr à la fois sur la redéfinition, je dirais, des objectifs de la CVE, le renforcement de ses structures et de son mode de fonctionnement. Et par conséquent, nous avons adopté la charte de la CVE. Il y a bien sûr parmi nos camarades d'autres qui partagent toujours cette vision du renforcement de la CVE, mais qui ont d'autres propositions, qui avaient d'autres suggestions, qui, de l'avis de la majorité, n'allaient pas dans le sens de la consolidation de la structure. Ma foi, nous prendrons probablement le temps de nous convaincre. Rien n'est perdu d'ailleurs, en réalité. Il n'y a pas de déchirure. Quand on sait combien de gens sont signataires de cette charte, on comprend parfaitement qu'il n'y a pas de déchirure. Maintenant, je pense que nous sommes dans une politique toujours de la main tendue. Pas seulement à ceux qui n'ont pas souhaité continuer, mais à tous ceux qui veulent partager le destin de la CVE, nous leur tendons la main parce que la CVE, c'est quoi? La CVE, c'est vivre ensemble. Le vivre ensemble appelle tous les Mauritaniens, de quelque bord qu'ils soient, à quelques horizons qu'ils appartiennent, parce que nous voulons refonder ce pays sur la base du renforcement de l'unité nationale d'abord, qui conditionne tout, qui conditionne la paix, qui conditionne le développement, qui conditionne même la démocratie. Donc voilà ce que je Mais ne pensez-vous pas réellement que l'absence de grosses pointures de la CVE, comme les forces progressistes pour le changement ou la JDMR, ne constitue pas une plus ou moins crise au sein de cette CVE? Il n'y a pas de crise au sein de la CVE, encore une fois. Ce qu'on peut dire simplement, c'est nous sommes d'accord encore une fois sur une chose, c'est que la CVE devrait être consolidée. Maintenant, les voies et moyens peuvent diverger. Mais il ne fait guère de doute que nous allons également nous retrouver parce que nos chemins se sont longtemps croisés avant de se décroiser. Donc il n'est pas exclu qu'ils se croisent un jour très proche d'ailleurs, qu'ils se recroisent encore. Et qu'est-ce que vous avez précipité pour faire ce communiqué-là? Pourquoi ne pas prolonger les discussions avec les autres membres de la CVE pour aboutir à un consensus? Il y a deux raisons principales. C'est que, il y a une attente, une impatience de la base qui ne comprenait pas que les réunions puissent durer parce que nous étions pratiquement ça fait 3-4 mois que nous sommes en train de discuter, de dialoguer sur la question. Et la base ne comprenait pas ces agissements d'en haut. Nous sortons d'une élection présidentielle et nous n'avons plus de cadre, puisqu'en dehors des éléments constitutifs de ce qu'on appelle le conseil présidentiel, on n'avait plus de structure en tant que telle. Ça, c'est l'une des raisons. La deuxième raison aussi, c'est qu'à l'issue d'une discussion, il faut bien qu'une discussion se termine et qu'on prenne des décisions. Ceux qui étaient à mesure de partir ensemble sur cette nouvelle lancée sont partis ensemble, toujours en gardant la porte ouverte également, en tendant la main à ceux qui, de notre point de vue, traînent les pieds. Mais je dois dire également qu'en réalité, nous avons été confrontés à un problème, disons-le très clairement, avec par exemple la JD. Ils disent que dans leur texte, ils ont une disposition qui leur interdit d'entrer dans une coalition durable. Et que tant que cette disposition n'est pas levée, ils ne peuvent pas entrer dans la CVE sous la forme que nous avons souhaitée. Par conséquent, il faut donner autant de temps
C'est sous forme de parti politique ou... Non, sous forme d'un regroupement de partis, mais aussi il y a des ONG, c'est-à-dire des organisations de la société Des segments civile. de la société civile. Il y a des également ONG. des personnalités indépendantes, mais qui doivent s'organiser. Il y a des indépendants qui doivent s'organiser. Je dois dire qu'au sein de la CVE, vous avez plus de membres de la CVE qui n'appartiennent à aucun parti que de membres de la CVE qui appartiennent à des partis. Et que par conséquent, je pense que pour quelqu'un, une structure qui a un projet politique, elle ne peut pas passer par perte et profit ce grand nombre-là. Donc ceci fait partie aussi des raisons qui nous ont amenés, bien sûr, à accélérer la cadence. Nous avons 4 objectifs, essentiellement en termes organisationnels. Un, nous voulons savoir qui est CV, qui n'est pas CV. Ça fait partie des raisons de la structuration. Deuxièmement, nous étions tous d'accord pour dire que par rapport à toute consultation électorale, il appartient à la CVE de gérer les consultations électorales. Vous dites, nous, c'est le Conseil présidentiel. Le Conseil présidentiel dans son ensemble, ça représente toutes les forces. Nous étions d'accord pour dire qu'il appartiendra désormais à la CVE de gérer le dialogue politique ou les futures consultations électorales. Mais ça se prépare. Ça se prépare. Et si demain nous voulons également aller à des élections, ça suppose que ceux qui veulent être investis par la CVE, qu'ils soient ceux ou celles, qu'ils ou elles, qu'ils soient en tout cas, qu'ils aient une certaine légitimité auprès de la base. Or, comment le faire si la base n'est pas structurée? Cela fait partie des raisons qui nous ont amenés à dire qu'il faut commencer et que la porte, encore une fois, reste tout à fait ouverte, à la fois pour ceux qui étaient avec nous, même pour ceux qui souhaitent intégrer également adhérer la CVE. de nouveau Adhérer à la CVE. Et votre parti, le MPR, est-il la locomotive de cette CVE ou plutôt un maillon d'une chaîne appelée CVE? Écoutez, je pense que c'est une coalition de partis, d'organisations de la société civile. Je n'aime pas trop cette expression locomotive. Il se trouve simplement qu'ils ont fait confiance, tout le monde a fait confiance au président du MPR pour diriger la CVE. Et ils continuent à m'accorder leur confiance, ce dont je remercie également tous les camarades. Il y avait d'autres candidats à cette présidence-là? Il n'y a pas eu d'autres candidats à cette présidence. Il n'y avait pas d'autres candidats et je pense que je n'étais demandeur de rien à titre personnel également. Et donc, par conséquent, quand on suit le processus de ma candidature même à l'élection présidentielle, on comprendra bien que ce serait une demande, en tout cas, d'une base nettement, fortement majoritaire. Et qu'au sortir des élections également, c'est naturellement que beaucoup de nos camarades, ou presque tous d'ailleurs, conviennent que je devrais en tout cas diriger, au moins pendant cette période, la CVE, jusqu'à ce qu'elle soit solide, qu'elle soit renforcée. Monsieur Khan Hamid Ouaba, comme tous les autres candidats à la dernière élection présidentielle, vous venez d'être reçu par le président de la République, je crois, il y a une dizaine de jours. Sur quoi ont porté vos discussions, votre entretien? Sur quoi a-t-il porté? D'abord, sur le cadrage. Il s'agissait bien évidemment d'une rencontre de prise de contact que le président de la République a souhaité avoir avec la classe politique, dont bien sûr le candidat que j'étais. Et vous savez, nous sortons d'élections tumultueuses dans lesquelles nous avons frôlé la catastrophe. Il est bien sûr de coutume que ce genre de réunion ou d'audience de prise de contact soit l'objet d'un tour d'horizon sur un certain nombre, sur l'ensemble des problèmes. Bien sûr, il y a eu des points de fixation dans le cadre de nos échanges, notamment sur la question, par exemple, de ce qu'on appelle les mesures d'apaisement. Et je profite de cette occasion pour saluer cette libération de nos camarades qui étaient détenus à Kaïdi. Le procès vient d'être achevé aujourd'hui, ils ont tous été acquittés et nous nous en félicitons et cela entre pour nous dans le cadre de ces mesures, je le disais tantôt, d'apaisement. Nous avons également, toujours dans ces mesures d'apaisement, le président a été très sensible aux jeunes d'Ambassal, dont vous savez que pendant les manifestations, il a eu également malheureusement la main coupée. Et il s'est montré très sensible et a confirmé l'engagement de le prendre en charge totalement pour ses soins en Turquie. Et on est sur la procédure. Sur un autre plan, nous avons discuté des questions de la démocratie. Nous avons longuement discuté des questions de l'unité nationale et de la cohésion sociale, parce que ces questions représentent des défis majeurs pour notre pays. Et nous avons aussi parlé des questions économiques, des questions de développement, dont la problématique ou disons les perspectives du gaz qui offre de formidables opportunités à la Mauritanie. Et en même temps aussi, vous le savez, le gaz, le pétrole,
Ce qu'ils font pour les meilleurs, ils l'ont fait dans beaucoup de pays aussi pour les pires. Et donc, il vaut mieux prévenir que de guérir. Et à la lumière, au sortir de cet entretien que vous avez avec le président de la République, pensez-vous qu'il puisse apporter les changements auxquels vous aspirez, vous en tant qu'homme politique, en tant que membre de l'opposition politique mauritanienne? Je crois que l'aspiration au changement dépasse ma personne, quelle que soit la position que j'occupe. Tous ceux qui ont participé à cette campagne électorale, y compris dans le camp d'ailleurs du candidat du pouvoir, ont senti cet immense besoin, cette formidable aspiration au changement dans le pays. Alors la question est maintenant, est-ce que les hommes politiques ont bien interprété le message venant justement de ces populations? Je pense que le changement devait se traduire par un changement d'homme, un changement de méthode et un changement de pratique. Alors, vous me demandez mon sentiment sur le changement d'homme. Je pense que nous avons déjà vu la composition du gouvernement, nous avons vu également les nominations qui s'en ont suivi, et je pense qu'il faut prendre acte de ce qu'a dit le porte-parole du gouvernement lui-même lorsqu'il a dit que c'est la continuité de l'ancien système, que ce pouvoir est la continuité de l'ancien système. On lui en a fait le reproche, je dirais à tort, parce que quand on regarde les nominations également qui ont suivi, on est plus proche du on prend les mêmes et on recommence, que plutôt on cherche également la nouveauté. Bon, donc je pense que la chose est relativement dite. Après 100 jours, on peut se permettre quand même de porter une appréciation. Vous marchez sur la langue. Quel bilan faites-vous sur les 100 premiers jours du nouveau pouvoir? Je crois que j'ai commencé. Au-delà de l'apaisement politique dont je crois que j'ai commencé à indiquer quelques éléments du bilan que l'on peut faire. Encore que je suis un homme qui n'est pas très pressé. Et que par conséquent, je prends toujours mon temps. Et je crois que je donnerai jusqu'au 28 novembre, parce que je pense que le 28 novembre est une date importante pour moi et pour tout le monde et pour la Mauritanie, n'est-ce pas, pour apporter une appréciation sur le bilan de cette mandature. Mais ce qu'on peut dire sur les hommes, je pense qu'on a vu que très peu de changements. Sur les méthodes, il y a un frémissement. Il y a un frémissement dans le style même, je dirais, de la gouvernance. Et ma présence ici en est peut-être un symbole. Vous savez qu'on a le sentiment qu'il y a plus de responsabilisation des soutiens et en même temps un peu plus d'ouverture en direction de l'opposition. Encore qu'il ne faille pas exagérer la nature aussi de cette ouverture, parce qu'une hirondelle ne fait pas le printemps. C'est bien d'avoir reçu, bien sûr, la classe politique de tous bords, mais il reste à convaincre. Il lui reste à convaincre qu'il peut être le président de tous les Mauritaniens. Alors, et là, j'en viens aux pratiques. Quand on voit également les pratiques, je dois le dire comme je le pense, elles sont désastreuses. Lorsqu'on voit ce qui se fait en termes simplement, je dirais, de recrutement récents qui ont été faits à l'armée, dans l'administration, dans la justice, on a le sentiment, et je pense que beaucoup de Mauritaniens le pensent en tout cas, que ceux qui sont en charge de la gestion de ces pays n'ont pas encore suffisamment conscience de l'importance de l'unité nationale, même quand ils la proclament. Est-ce que vous pouvez vous expliquer davantage sur ce problème de recrutement? Bien, sur le problème de recrutement, malheureusement, on est en présence de recrutement discriminatoire qui, même si ce n'est pas voulu, le résultat est là. Il suffit de parcourir la liste de ceux qui sont admis dans ces recrutements, qu'on prenne l'armée, qu'on prenne la justice, qu'on prenne l'administration. On a l'impression qu'il y a toujours les mêmes qui réussissent et les mêmes qui échouent. Et cela pose un problème parce qu'on doit avoir le souci de ne laisser personne sur le bord de la route. Et que par conséquent, lorsqu'on se rend compte qu'un recrutement a une connotation ethno-raciale, quand on se rend compte qu'il y a une seule communauté essentiellement qui apparaît, qui est admise dans ces recrutements-là, on doit s'arrêter un peu et se poser des questions. Mais comment se fait-il? À moins que les autres ne soient congénitalement, en tout cas, je dirais, atteints d'une incapacité. Sur cette connotation ethnique dont vous parlez tout à l'heure, certains de vos concurrents politiques, disons, le soulignent dans les membres signataires de la charte de la CVE,
qui sont Khan Hamidou Baba, Amadou Tidjan Diop, Mohamed Mahmoud Talbe, Ba Alassane, Ba Mamadou, Ba Abou Bakrin, Saoudibi, pour ne citer que cela, et d'autres personnalités, Tal, etc. On sent même qu'il s'agit de la même ethnie qui est là au sein de la Convention. Disons-le clairement. Relisez, et puis il faut connaître un peu l'histoire également de la CVE. Oui. La CVE a été créée un peu sur les décombres de l'échec de l'opposition. Et que par conséquent, ceux qui, au sein de l'opposition, partageaient ce sentiment national fort, que la question nationale est prioritaire dans ce pays, se sont regroupés. Il se trouve, et ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un fait du hasard, il se trouve que c'est le leadership négro-africain qui a été le plus sensible à la question de l'unité nationale et de la cohésion sociale. Et que c'est ce leadership qui s'est retrouvé, faute déjà, encore une fois, je dirais de l'opposition démocratique qui n'a pas su atteindre ses objectifs, qui n'a pas pu aller dans ce sens-là. Il y a eu, bien sûr, dès le départ, une ouverture aux autres également composantes nationales. Et je pense qu'on a vu que le Front populaire a été l'un des premiers partis à avoir répondu favorablement à la CVE et depuis lors, il est également signataire, également signataire de cette charte. Nous savons que d'autres tapent à la porte de la CVE, qui appartiennent à d'autres communautés. La CVE est ouverte. On ne peut pas faire le vouloir vivre ensemble avec une seule communauté. C'est clair dans l'esprit, en tout cas, des initiateurs. Mais, comme je l'ai dit souvent, on part au marché avec ce qu'on a dans son portefeuille, dans son porte-monnaie. Revenons à votre entretien avec le président de la République, vos rapports avec le pouvoir. Est-il opportun pour vous, pour l'opposition, je veux dire, pas pour vous personnellement, mais pour l'opposition, d'engager aujourd'hui un dialogue politique avec le pouvoir qu'elle considère comme la continuité, comme vous venez de le dire tout de suite, de l'ancien régime? Écoutez, il est probable que, compte tenu de l'expérience même passée, que le nouveau pouvoir, la nouvelle gouvernance ne soit pas très convaincue de la nécessité d'engager un dialogue. Mais nous pensons que le dialogue doit être vécu comme une forme de civilisation. Le dialogue est indispensable, d'autant plus d'ailleurs que les anciens dialogues ont été des demi-dialogues ou des échecs tout simplement. Alors, je crois que c'est l'eau du bébé qui est sale, mais il ne faut pas jeter l'eau et le bébé. Le dialogue lui-même, sur quoi maintenant? Il faut qu'on se comprenne. Le dialogue sur la définition des règles du jeu démocratique, par exemple. Le dialogue sur les problèmes majeurs de ce pays, sur les problèmes nationaux. C'est des dialogues qui peuvent être séparés, parce que dialogue politique et dialogue national ne se superposent pas, ne sont pas identiques de mon point de vue. L'un concerne la classe politique, l'autre concerne le niveau national. Mais ces différents dialogues, y compris le dialogue social, c'est-à-dire syndicats, patronat, État, ces différents dialogues, il y a 3 types de dialogues au moins de mon point de vue qui méritent d'être menés dans ce pays pour remettre le pays sur les rails, tout simplement. En ce qui concerne le dialogue politique, je vous l'ai dit, vous savez très bien qu'au fond, nous piétinons et que vous comprenez bien pourquoi il y a eu des tensions pendant ces élections-là du 22 juin. C'est parce que, en amont, les choses n'étaient pas bien préparées. Et vous vous souvenez, bien sûr, de la partie de ping-pong, du jeu de chaises entre le ministère de l'Intérieur et l'opposition sur la composition de la CENI. Donc un dialogue n'est pas seulement nécessaire, il est indispensable. Maintenant, sur les questions également nationales, un dialogue est indispensable sur les questions nationales. Il faudrait, dans ce pays, qu'on se dise dans quelle mesure les différentes communautés pourront-elles se partager les ressources d'un même État. Ressources au sens large, en termes de partage de pouvoir, en termes de partage également de responsabilités, dans l'intérêt de l'unité et de la paix civile. Je pense que ce dialogue mérite d'être mené, peut-être même avant tous les autres. Or, il va porter sur quoi? Il portera sur plusieurs questions. Il portera d'abord sur l'identité culturelle de ce pays. Il faudrait qu'on construise des consensus forts. Quelle est l'identité culturelle ou quelles sont les identités culturelles de ce pays? Elle est plurielle, de mon point de vue. Dans un pays qui a une identité plurielle, on doit reconnaître donc les langues de ce pays. Et définir ce que c'est d'ailleurs le statut d'une langue nationale. Est-elle officielle? Est-elle officieuse? Cela fait partie des éléments sur lesquels il faut avoir un débat et oser franchir le pas à l'image d'autres pays et officialiser les langues nationales et dévitaliser également ces problèmes. Parce qu'on ne réglera pas la question de l'éducation tant qu'on n'aura pas réglé ces questions déjà de base. Qu'on sache comment nous allons nous présenter, comment nos enfants vont se présenter. Moi, ce que je veux pour la Mauritanie, c'est ce que je veux pour mes enfants. Et ce que je veux pour mes enfants, c'est ce que je veux pour la Mauritanie. Je voudrais que mes enfants puissent maîtriser
le maximum de langues dans ce pays, qu'ils puissent retrouver ça à l'école, un peu partout, dans l'administration, dans la vie de tous les jours, par exemple, ne serait-ce que ça. Bon, il y a d'autres questions. La question de l'enrôlement, vous savez qu'elle n'est pas encore réglée. Je ne parle pas maintenant des questions qui étaient conjoncturelles, de l'unité nationale, problème des déportés, problème du passé humanitaire, problème des terres, etc., mais qui tendent à devenir des questions structurelles. Donc il y a bel et bien matière, en tout cas, à dialoguer. Et je pense que c'est urgent en même temps. Oui. Ce n'est pas seulement indispensable, mais c'est urgent également. Et la solution passe inéluctablement par le dialogue. Absolument. Absolument. La solution passe par le dialogue. On accuse l'opposition démocratique de porter une lourde responsabilité dans le maintien du système en place en échouant, et on revient là sur la dernière élection présidentielle, en échouant à définir une plateforme commune et une candidature unique lors de la dernière élection. Quel est votre avis à ce sujet? Écoutez, moi je vais être très clair sur ce point. Je n'étais pas favorable à une candidature unique. Parce qu'à l'époque, j'avais déjà dit 2 ou 3 choses. La première, c'est qu'on ne cherche pas une candidature unique quand on n'a pas pu obtenir un programme commun. C'était le cas. Deuxièmement... Comment ne pas parvenir à un programme commun? Mais parce qu'on ne s'est pas occupé d'avoir un programme commun, on ne s'est pas Donc c'est la soucié de cela. responsabilité de l'opposition elle-même qui ne s'est pas occupée à trouver... Il y a bien sûr, ça, y compris peut-être moi, parce que j'en étais. Mais il faut faire aussi son autocritique. La raison voudrait qu'on puisse avant tout avoir un programme commun. Et deuxièmement, discuter d'une candidature, des candidatures uniques ou multiples. Et je savais également qu'une candidature unique n'était d'ailleurs ni philosophiquement souhaitable, peut-être philosophiquement il était souhaitable, mais techniquement il n'était pas possible. Or, il ne fallait pas s'engager dans une chose dans laquelle vous savez par définition, par avance, que vous ne pouviez pas atteindre l'objectif. Et dans un pays aussi divisé, non homogène, comme la société mauritanienne que nous avons, il valait mieux avoir 3, 4 candidats qui soient porteurs, en fait, du message du peuple mauritanien dans sa diversité, plutôt que de rêver d'une candidature unique qui allait être étouffée. Et les autres allaient se sentir plus ou moins en marge. Et celui qui est le candidat, c'est lui qui allait supporter l'essentiel du fardeau. Donc il valait mieux, dans une élection à 2 tours, mais organiser ça mieux que ça, le savoir dès le départ. Au premier tour, on choisit, au deuxième tour, on élimine. Il n'y a pas eu de deuxième tour, pour des raisons également que vous connaissez. N'y a-t-il pas aujourd'hui risque de marginalisation qui guette les courants et forces démocratiques en raison de leur dispersion, alors que le camp du système tente activement le renouvellement de sa configuration sous la direction de l'actuel président? Mais je suis étonné de votre question. Je suis très étonné par votre question. Mais je pense que c'est dans le camp de la majorité qu'on voit la déconfiture et l'incertitude. Elle était plutôt du côté de l'opposition. Oui, je pense que l'inquiétude ou la désorganisation ou la dispersion a changé de camp, en réalité. Aujourd'hui, l'opposition est en train de se retrouver et elle va se retrouver. Attention, l'élection était un moment, c'est une parenthèse que nous sommes en train de refermer. Mais l'opposition va se retrouver et nous avons commencé, bien sûr, des contacts entre nous également pour voir quelles sont les plages que nous pouvons partager ensemble. Et que par conséquent, nous sommes mus par une certaine idée de la Mauritanie. Nous pouvons avoir des divergences, mais il n'empêche que nous avons des plages de convergence qui sont plus fortes que dans le camp du pouvoir où c'est beaucoup plus les intérêts, comme vous le savez, qui priment. Et que par conséquent, je pense que votre remarque n'est pas pertinente. Et cela me ramène aussi à reposer la question sous une autre forme. Quelle est votre vision de la scène politique nationale actuelle? Non, écoutez, majorité, opposition. Quand vous prenez le camp de la majorité, je pense qu'il y a des contradictions internes dans le camp de la majorité. Alors, sont-elles secondaires? Sont-elles aussi importantes que cela? Point d'interrogation, parce que nous sommes dans une phase, disons, où il y a une décomposition du paysage politique. Et donc, cette décomposition, recomposition du paysage politique après l'élection présidentielle, bien sûr, prendra un peu de temps. Et ça fait que les uns et les autres cherchent leur marque dans le camp de la majorité. Ce que je crois cependant, c'est que tant que nous n'aurons pas un alignement, parce que nous sommes en démocratie, la démocratie a ses exigences. Tant que nous n'aurons pas un alignement gouvernement, Assemblée nationale, l'instabilité est toujours à côté de nous. L'instabilité est toujours en vue. Maintenant, dans le camp de l'opposition, nous sortons d'une élection présidentielle dans laquelle on peut dire que, quoi qu'on dise, malgré la contestation que nous avons élevée par rapport aux résultats, le pouvoir officiellement reconnaît à l'opposition 48%. Mais 48%, ça veut dire que le pays est coupé en deux.
48%, ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas souhaité voter pour le candidat du pouvoir. Mais 48% éparpillés aussi? Oui, mais on dit éparpillés. Ouais. Mais il n'empêche que si on les a classés, étiquetés opposition, c'est qu'ils ont quand même des points communs. Et ce sont des gens qui ont l'habitude de travailler ensemble, il ne faut jamais aussi l'oublier. Ce sont des gens qui se connaissent et qui ont l'habitude de travailler ensemble. Il est possible que ce soit purement conjoncturel. Et à votre avis, quelles sont les perspectives de normalisation et d'apaisement de la scène politique nationale? Eh bien, à mon avis, il faudrait que le pouvoir s'engage d'abord dans un dialogue pour qu'il y ait un apaisement réellement de la scène nationale. Et ensuite, nous avons d'autres éléments qui doivent également favoriser l'apaisement. Il ne faut jamais oublier que l'apaisement, c'est un tout. Nous avons aussi des opposants en exil. Et il est important que les opposants qu'on fasse la paix des braves et que les opposants en exil soient autorisés à rentrer dans leur pays et à faire ce qu'ils veulent, des affaires, la politique, etc. C'est important, en matière en tout cas d'apaisement du climat de la Mauritanie. Maintenant, il y a bien sûr d'autres aspects. C'est le dialogue, encore une fois, sur les règles du jeu démocratique, par exemple. Il faut qu'on revoie la manière dont les élections sont organisées dans notre pays, parce que nous savons très bien que nous avons frôlé la catastrophe il y a cela quelques semaines. Il faut l'éviter. Et puis, comme je l'ai dit tantôt, il y a aussi les questions économiques qui sont aussi importantes, qui doivent faire l'objet. Le gouvernement est dans une posture un peu d'une gouvernance silencieuse. Le style a bougé, a changé, mais il y a un déficit de communication qu'il faut combler. Et ce déficit-là, on ne peut le combler justement qu'à travers l'orientation vers un véritable dialogue entre, d'une part, les forces politiques, mais également les forces sociales. Les perspectives sont là. Il suffit simplement que la bonne volonté soit davantage affirmée pour que les acteurs puissent s'entendre, puissent discuter autour d'une table. Et pouvoir d'un côté, opposition de l'autre, ou majorité d'un côté, opposition de l'autre, avec un État plus ou moins impartial, je pense qu'on peut trouver un juste milieu et faire en sorte en tout cas que la Mauritanie se remette au travail. Parce que l'un des grands problèmes auxquels nous sommes confrontés, c'est que nous avons cessé de travailler depuis longtemps. Et il suffit de faire d'ailleurs du benchmark avec une comparaison avec un pays, même le Mali, qui est un pays en crise depuis 2012, pour voir nos indicateurs économiques ne sont guère meilleurs que ceux du Mali, avec toutes les ressources que nous avons. Une population faible, mais nos indicateurs ne traduisent pas en tout cas cette dynamique par rapport, par exemple, à un pays comme le Mali. Je prends cet exemple. On aurait pu prendre d'autres exemples. D'accord. Quelle vision avez-vous, Monsieur le Président, des secteurs de l'éducation, de la santé, de l'emploi? Commencez par le volet santé, éducation, emploi. Bon, vous savez, vous avez cité des thèmes qui étaient prioritaires, moi, dans ma campagne. J'étais déjà convaincu que la première des réformes à mener qui est urgente, c'est celle de l'éducation. Parce que simplement, nous avons un problème majeur de ressources humaines. Et cela fait que d'ailleurs, aucune réforme ne peut aboutir si les ressources humaines ne sont pas là. La question c'est, même s'il y a une bonne volonté, une volonté même politique, y aura-t-il des ressources humaines pour accompagner les réformes? C'est cela la question. Le système éducatif, la vision que j'ai du système éducatif, c'est avant tout, il faut régler bien sûr les questions en amont. Les questions en amont, c'est dans quelle langue nous allons également apprendre. Qu'est-ce qu'on va introduire à l'école? Ça, c'est des questions qui sont fondamentales. Il y a maintenant des questions d'ordre pédagogique. Il y a des questions d'ordre matériel, les infrastructures. Moi, j'ai été parlementaire, j'ai visité des écoles. J'ai vu dans quel état délabrement se trouvent certaines écoles. Je ne parle pas de l'intérieur. Le taux de scolarisation est en net recul chez nous. Et 45% des élèves qui entrent à l'école n'atteignent pas le CM2. Je ne parle pas maintenant de la situation également du secondaire, et il faut qu'on recrée les internats. Il faut qu'on recrée les internats pour que nos enfants, avoir une école mauritanienne, une école unifiée, mais que nos enfants se retrouvent comme les générations anciennes, comme nos autres générations, une école républicaine, que nos enfants ne se tournent pas le dos. C'est cela ma vision. Limiter les barrières ethniques, tribales. Oui, absolument, absolument. Mais attention, limiter les barrières ethniques, etc., ça ne veut pas dire ne pas en parler, mais il ne s'agit pas de le faire dans le discours,
il faut le faire dans la pratique. Il faut les détaboutiser pour Et aujourd'hui, quand on compare en fait, les résultats, disons, du système éducatif, par rapport, si on fait un peu de benchmark, on prend n'importe quel exemple avec les autres pays, ils sont au minimum à 40% de bacheliers par an. 36 dans certains pays, mais jamais à ce niveau 11-12% de bacheliers. Il y a un problème. Nos enfants ne sont pas plus tarés que ceux des autres, mais simplement c'est qu'il faut se rendre à l'évidence que le système éducatif a été un échec lamentable. Maintenant, vous parlez de la santé, bien sûr, c'est l'autre également dimension très importante. Quand j'étais parlementaire, il m'est arrivé de dire à un ministre de la Santé que les Mauritaniens ont plus peur de la structure de santé que de la maladie elle-même. Parce que quand vous venez dans les structures de santé, vous ne trouvez ni médicaments, ni matériel médical, on vous fait payer cher, vous n'avez pas de prestations. Et moi, qui ai l'habitude de voyager un peu dans la sous-région, j'ai le sentiment que tous les Mauritaniens se soignent à l'étranger. Allez-y à Dakar, allez-y à Rabat, allez-y à Tunis, vous allez vous rendre compte, presque, en tout cas tous ceux qui ont un peu d'argent, se soignent à l'étranger. Il faut rompre avec ce cercle vicieux. Il y a un léger espoir avec les mesures prises récemment. Absolument. La gratuité des services publics. Je l'affirme qu'il y a un espoir. D'ailleurs, ça faisait partie, moi, de mes propositions aussi de campagne, qu'il y ait une gratuité au niveau des services d'urgence. Et qu'on reprenne les choses en main pour que les services d'urgence ne soient pas des mouroirs. Mais figurez-vous également que nous avons en fait des boutiques pharmaceutiques qui ne respectent même pas les normes. Qui ne respectent pas les normes. Et ça, par la faute de l'administration, de l'État. Parce qu'il n'est pas normal qu'on trouve des pharmacies à moins de 25 mètres l'une de l'autre, collées l'une de l'autre. Il n'est pas normal. Il n'est pas normal qu'on ne trouve pas un pharmacien dans une pharmacie. Donc je pense que le nouveau ministre de la Santé, le gouvernement, disons-le, pour parler plus large, en tout cas, il a posé des actes qui vont dans le sens qui pourrait redresser. Bon, mais on attendra de voir. Il est peut-être trop tôt de juger. Il faudrait confirmer tout cela. Voilà. C'est valable aussi pour l'emploi où certaines mesures ont été prises. Notamment... Oui, en ce qui concerne l'emploi, les mesures qui ont été prises, elles sont déjà frappées, comme je le disais tantôt, à la base par des injustices criardes qu'il faut corriger, surtout l'emploi public. Maintenant, il est clair que ce n'est pas l'État qui va créer suffisamment d'emplois pour résorber le chômage. Un chômage de l'ordre de 36% en milieu urbain. Et on aurait dû créer pendant ces 10 dernières années au moins 150 000 emplois pour résorber le chômage. Il y a ce déficit-là. Donc l'emploi doit être déclaré comme une cause nationale. Et quelles sont, Monsieur le Président, les propositions que vous faites pour le renforcement de la démocratie, l'état de droit, la justice? Quelles sont vos propres propositions dans ce domaine? Bon, vous soulevez c'est tout un thème, ça aurait pu être déterminé notre discussion. Mais par exemple, s'agissant du renforcement de la démocratie, moi je pense que d'abord il faut procéder à un redécoupage administratif et électoral et faire en sorte justement que le critère de population soit mis en avant par rapport aux circonscriptions pour être plus juste, plus équitable vis-à-vis des zones où il y a de plus fortes concentrations humaines. Ça, c'est déjà un aspect. Bon, le deuxième aspect également, c'est qu'il y a une structure qui est chargée de l'organisation des élections. Cette structure, elle doit être équitable. Cette structure doit faire l'objet d'une discussion et de propositions qui permettraient à toutes les composantes, c'est-à-dire donc majorité, opposition, de se retrouver au sein de la CENI qui organise les élections. Ce qui n'est pas le cas, comme vous le savez. Et puis, il faudra revoir également la question du fichier électoral, s'agissant toujours de la démocratie, pour que le fichier électoral soit stabilisé et qu'il soit transparent pour tout le monde. Et enfin, il faut éviter ce que nous avons vu en 2018. La Mauritanie, notre pays, est le seul pays au monde où j'ai vu que sur environ 1 million de bulletins de vote, le tiers seraient des bulletins nuls. Mais ça doit interpeller n'importe qui. On ne peut pas dire quand même que les Mauritaniens sont si demeurés qu'ils ne sont pas capables de pouvoir mettre un bulletin dans l'urne correctement. Non, parce que il y avait 5 caisses, dans des conditions extrêmement difficiles, les gens devaient voter. Et il faut éviter cela. Il faut faire en sorte également que les élections... Il y a plusieurs candidats aussi. Oui, il y avait plusieurs candidats, mais justement, comme il y avait plusieurs candidats, il y avait 5 caisses, 5 urnes, mais il faut l'éviter. Il faut organiser les élections de façon plus rationalisée, de façon
à ce que l'électeur puisse exprimer son choix. Parce que ce qui s'est passé en 2018, n'importe où ailleurs, ça aurait pu être annulé, ça devrait être annulé. Mais ici, ce n'est pas le cas. Sur la démocratie, il y a pas mal de choses, évidemment, à faire pour parfaire notre démocratie. Et faire en sorte que, sur les droits de l'homme, d'abord, vous savez très bien que nous traînons toujours les problèmes liés au passif humanitaire, les problèmes liés aux réfugiés et aux déportés, les problèmes liés aux séquelles de l'esclavage. Nous traînons ces problèmes. Sur la question de l'esclavage, moi, je serais d'avis qu'il faudrait qu'il y ait une commission indépendante qui fasse une évaluation, une enquête. Parce qu'il y a trop de discours. Vous n'êtes pas satisfait donc des différentes démarches et méthodologies qui ont été préconisées au cours des derniers temps en matière de lutte contre les séquelles d'esclavage? Non, il y a des mesures qui sont bonnes. En réalité, il y a des mesures qui sont bonnes. Mais malheureusement, ces dernières années, ça a été fait surtout pour la consommation extérieure. Mais qu'à l'intérieur, il n'y a pas eu d'application, il n'y a pas eu d'effectivité à l'intérieur. On s'est plutôt attelé à jeter un voile pudique sur ce qui se passe à l'intérieur. Je sais bien qu'une société n'est pas naturellement portée à se regarder en face. Et lorsque l'image n'est pas belle, elle a tendance plutôt à briser la glace. Plutôt que de se regarder en face et de dire il faut que je change quelque chose. Mais moi, j'ai dit simplement qu'il faut commencer d'abord par faire une enquête indépendante sur la question de l'esclavage. Ça va rassurer et ceux qui sont à l'intérieur et ceux qui sont à l'extérieur, mais une enquête indépendante, j'ai dit bien. Une enquête indépendante qui permettra de savoir qui est esclave, combien d'esclaves il y a encore en Mauritanie. L'esclavage a traversé toutes les sociétés à des degrés divers. C'est toutes nos communautés qui ont été victimes qui ont pratiqué, qui ont été victimes également de l'esclavage, mais à des degrés divers parce que, historiquement, les modes de production n'étaient pas toujours les mêmes. Mais il faut prendre des choses avec un peu de recul et puis il faut reconnaître toutes les organisations des droits de l'homme qui luttent contre l'esclavage. Ça ne peut qu'aider l'État, en tout cas, à dévitaliser, en fait, cette question. Sans compter que s'agissant également des autres aspects que j'ai cités tout à l'heure, comme le passif humanitaire, mais nous continuons à le traîner. D'ailleurs, je constate que même le dialogue qui a été passé, le dernier dialogue, en 2017. Non, le dernier dialogue, le 2017. Dans la résolution finale, ils disent qu'il faut parachever la question des déportés et du passif humanitaire. Parachever. Encore que c'est un euphémisme. Il s'agit en fait de s'attaquer au vrai problème de ce passif humanitaire. Encore une fois, dans la perspective certes du pardon, mais le pardon ne se décrète pas. Le pardon se construit. Le pardon se conquiert. Et on demande pardon, bien sûr, aux ayants droit ou aux victimes. Pas à toi, pas à moi, mais aux ayants droit et aux victimes. C'est à eux de pardonner. Or, je suis convaincu que dans une société musulmane comme la nôtre, à 100% sunnite, de plus malékite, donc modéré, je suis convaincu que les Mauritaniens autour d'une table pourront organiser un soir du grand pardon. Mais, encore une fois, il y a des étapes par lesquelles il faut également passer. Ce devoir de vérité n'existe pas encore, ce devoir de justice n'existe pas encore, ce devoir de mémoire n'existe pas encore. Même le devoir de réparation pose problème. Quelque chose a été fait, mais on a géré la question du passif humanitaire de façon clandestine, alors qu'il s'agissait d'un problème national. Donc ça doit intéresser tout le monde. Il doit être étalé au grand jour. Absolument. Est-ce que vous pouvez nous entretenir, Monsieur le Président, de votre vision de l'aspect sécurité et lutte contre le terrorisme, parce que vous savez que nous sommes dans une région qui n'est pas aussi stable que cela? Vous avez raison, mais je pense que la sécurité est d'abord une sécurité intérieure. Vous savez, il y a un ancien roi, c'était Napoléon pour le citer, qui disait à son ministre: Monsieur le ministre, faites-moi une grande politique étrangère. Il lui répond, il dit: Sire, faites-moi une bonne politique intérieure et je vous ferai une bonne politique extérieure. Alors la sécurité aussi, elle est d'abord intérieure. Il faudrait avant tout qu'on règle les problèmes du dedans pour faire face aux problèmes du dehors. Et naturellement, nous sommes dans une zone de turbulence avec de nouvelles menaces, vous l'avez dit. Nous connaissons la situation, nous sommes sur un arc de crise du Mali, Niger, Burkina Faso, etc. Et c'est inquiétant pour nous. On ne peut pas ne pas s'inquiéter. Et il faut peut-être, je dirais, toucher du bois, que nous soyons encore indemnes, mais je doute
que nous ayons été indemnes uniquement par l'efficacité de nos forces de sécurité. J'en doute. Pourquoi? Mais je doute de cela simplement parce que nous ne sommes pas meilleurs que les autres armées. Même la France est victime également d'actions terroristes. C'est une nation très organisée, puissante. D'autres pays ont été victimes également du terrorisme, mais permettez-moi de douter, mais en tout cas, alhamdoulilah, je n'irai pas plus loin par rapport à ça. Mais nous devons mutualiser nos efforts. La sécurité ne peut pas être le fait d'un seul pays. Nous devons mutualiser nos efforts et je salue ce qui se fait dans le cadre du G5, par exemple. Mais qui a eu le tort d'avoir commencé à 5? Il aurait dû être déjà à plus que ça. On aurait dû déjà avoir les pays de la CEDEAO dans le G5, on aurait dû avoir également les autres pays d'Afrique centrale dans le G5, parce que cela représente une menace extraordinaire qui dépasse le cadre de nos États, en tout cas pris isolément. Même un grand État, un grand pays comme le Nigeria ne peut pas faire face à Boko Haram. Enfin, ils ont fait des efforts, c'est vrai, ils continuent vaillamment. Le Tchad lui-même aujourd'hui, qui venait au secours des autres, est attaqué. Donc vous voyez bien que c'est une problématique qui est assez difficile. Et ce qui se passe dans le Moyen-Orient également, ou le Proche-Orient, n'est pas encourageant du tout, parce qu'on sait très bien que des djihadistes se sont déportés vers notre zone, vers le Sahel également. Et on sait également, nous vivons très malheureusement les conséquences directes de la crise libyenne. Les conséquences directes de cette crise, ça fait que l'armée est sorti de la Libye, des hommes sont sortis de la Libye à la conquête d'autres espaces qu'on appelle le Sahel. Je pense qu'il nous faut bien sûr être vigilants. La sécurité n'est pas seulement l'affaire des forces armées, c'est l'affaire de tous les Mauritaniens. Je viens d'apprendre, il y a quelques jours, que des armes ont été saisies au Sénégal, qui étaient destinées à la Mauritanie. J'attendais du gouvernement qu'il y ait plus de communication d'ailleurs autour de ça, et qu'on nous dise quelle est la réalité. La première information dit qu'elle n'était pas destinée à la Mauritanie, mais qu'il y a eu un trafic de munitions et d'armes, mais pas destiné à la Mauritanie, à ce que je sache. C'est bien, mais on devait communiquer davantage en tout cas. C'est très bien de le savoir. Mais je dis seulement que nous devons être alertes par rapport à ce qui se passe dans tous les pays de la sous-région, parce que nous sommes de cette sous-région-là. Voilà. Monsieur le Président, en préparant cette émission, nous avons voulu avoir les points de vue de certains hommes politiques, académiciens, personnalités indépendantes sur la personne de M. Khan Hamidou Baba qui nous honore d'être notre invité. Et parmi ces questions, l'une qui dit que vous avez travaillé avec l'ancien président Maouia Ould Ahmed Taïa comme conseiller de presse au moment où, dit-il, on a enclenché une opération ethnique contre votre propre communauté. Au lieu de démissionner, vous avez entendu que beaucoup de personnes meurent, que des gens disparaissent, que d'autres soient déportés, radiés, et qu'après votre limogeage, vous avez décidé de vous opposer à Maouia. Que répondez-vous à ces accusations? Je pense que l'information n'est pas exacte. Je suis rentré, j'ai terminé mon doctorat en 83 et je suis rentré en Mauritanie en 83. J'avais d'autres possibilités, j'ai choisi de rentrer dans mon pays et j'ai atterri à la primature. Vous savez qu'à l'époque, c'était des régimes militaires. J'ai atterri à la primature, il se trouve que Maouia était Premier ministre à l'époque, j'étais avec lui. Et ensuite, il y a eu un changement. À l'époque, c'était des années marquées par beaucoup de changements. Je suis parti à la présidence. On m'a amené à la présidence. Maouia était reparti comme chef d'état-major. Et quand il fait le coup d'État de 84, il me retrouve à la présidence et il me demande de rester pour travailler avec eux parce que j'étais déjà un peu déçu et je m'apprêtais à repartir pour un poste à l'étranger. J'ai dû renoncer à cela. Et j'ai travaillé comme attaché de presse à la présidence. Mais ce que les gens disent, en 86, il y a eu des événements. Il y a eu des événements en 86. Je suis resté, mais moi, je ne suis pas dans une dynamique communautaire, je suis dans une dynamique de principe. Il faut bien qu'on le comprenne. Et que par conséquent, je ne vais pas m'associer à des négro-africains uniquement parce que c'est des négro-africains. Mais je combats toute injustice, surtout quand elle frappe également telle ou telle communauté. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 86 ? Je suis resté à la présidence en 86, mais tout le monde sait également qu'on ne m'a pas vu soutenir le régime sur les répressions qui ont été faites en 86 comme en 87, c'est vérifiable. Personne ne sortira une déclaration, pourtant je suis un communicateur, je suis docteur en communication, un ancien journaliste, j'avais toute la possibilité, toute la lecture. Vous n'avez pas dénoncé non plus? Ah, mais en interne, moi j'étais fonctionnaire. J'étais un fonctionnaire. En interne, j'ai dit ce que je pensais. Tout le monde le sait que je disais ce que je pensais en interne.
On ne me suivait pas, on ne m'écoutait pas, mais j'ai dit ce que je pensais. J'ai démissionné en 92 pour 2 raisons. Démissionné ou limogé? J'ai démissionné, je n'ai pas été limogé. Vous n'allez pas sortir un texte me limogeant de la présidence. Ce qu'il faut simplement savoir, c'est que les événements de 90-91 n'étaient pas connus de beaucoup de Mauritaniens. Même moi, qui était à la présidence, je n'avais pas connaissance des événements de 90-91. C'est petit à petit que j'ai eu l'information. Ça coïncidait avec les élections présidentielles de 92. C'est pendant que j'étais à la présidence que j'ai soutenu la candidature d'Ahmed Dada et j'étais membre de son staff. Je n'ai démissionné que quand on n'a pas reconnu le résultat parce qu'on est allé à des élections présidentielles en 92, on ne m'a plus revu à la présidence. Vous étiez... Donc, quand on me dit que j'ai travaillé avec l'ancien président, en fait, il fallait travailler avec l'ancien président ou ne pas travailler en Mauritanie. Je pense que c'était ça. Et moi, quand je suis revenu, j'étais jeune, j'avais 29 ans. J'ai atterri à la primature, encore une fois, puis à la présidence. Mais tout le monde sait que j'ai dû cultiver quelque part mon exil pendant que j'étais également à l'intérieur. Je pense qu'ils cherchent autre chose. Ce n'est pas sur ce terrain qu'ils peuvent m'attaquer. D'accord. Je me suis privé de beaucoup de choses. Moi, je vous rapporte les questions qui ont été posées par... Il y a une autre question qui dit que vous étiez député RFD, que vous avez quitté votre formation politique pour soutenir l'ancien président Mohamed Abdelaziz. Contre, il dit, la démocratie. Êtes-vous fier aujourd'hui de votre position après le départ d'Aziz? Non, il faut qu'on se comprenne bien. Moi, j'appartenais à un parti et il vaut mieux une erreur, disons, collective, disons qu'une solitude éclairée. Mais la valse des positions nous a entraînés vers des choix également. Et je pense, quand je dis la valse des positions, comprenne qui pourra. Tout le monde sait, Aziz lui-même le sait, que j'étais au RFD le plus opposé au coup d'État. J'ai refusé le soutien au coup d'État. La preuve, je suis le rédacteur du communiqué qui est sorti en disant nous prenons acte. Nous prenons acte du coup d'État. Mais moi, je sais courir. Mais courir, arrêtez-vous, revenez en arrière, ça pose problème. Ça pose problème. Oui. Ça pose problème. Ça pose des problèmes. Pour des gens qui sont un peu raides, eh bien, qui ont le dos un peu raide, ils ne souhaiteraient pas qu'on leur dise faites ceci pour dire non, ne faites pas ça, refaites autre chose. Alors, dès le départ, moi, je n'étais pas favorable à un soutien à des militaires qui ont fait un coup d'État. C'est connu d'ailleurs. Aziz le sait très bien. Ceux qui étaient avec moi au RFD le savent également très bien. Mais c'est quand on nous a dit faites machine arrière toute que j'ai dit non. Il faut sauver d'abord le pays. Et il faut éviter au RFD de se casser aussi en plusieurs morceaux. Et en tout cas, je n'ai jamais travaillé contre le RFD. Je n'ai jamais rien revendiqué non plus du RFD. Je suis parti du RFD alors que je pouvais me prévaloir, comme certains le font, de créer des RFD bis, des ceci, des cela, etc. Et dans les conditions que vous savez également, je pense que si j'avais souhaité le faire, je n'allais pas manquer de soutien. Autre grief ou reproche qu'on vous fait, et c'est une autre question, on dit que votre mentor, Amadou Soma Balas, a dit sur les réseaux sociaux, et ça, il s'agit de la dernière élection présidentielle, au cours de la polémique qui secoue la CVE, que votre candidature était conçue dans le but, l'unique but, de barrer la route à Biram Da'abeid dans la vallée. Écoutez, on ne peut pas empêcher les gens de dire en fait ce qu'ils veulent, mais je n'ai pas bien compris la question. Quel est le rapport avec Balas? Balas, il dit que c'est votre mentor et que c'est lui qui a fait cette déclaration. C'est Balas qui a déclaré. Non, Balas ne l'a jamais déclaré. Qui a fait un message vocal ou sur les réseaux sociaux, il a dit que votre candidature était juste conçue pour barrer. Je sais que je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est une question qui m'est parvenue de... Et il est mal, dites à votre source d'aller s'informer de nouveau. D'abord, Balas ne l'a jamais dit. Peut-être qu'il nous entend tout de suite. Bon, peut-être. Mais en tout cas, Balas d'abord ne l'a jamais dit. Et ça n'a jamais effleuré ma tête de dire que je vais être candidat pour barrer la route à X, Y ou Z. D'abord, moi, je suis porteur d'un projet de société, tout le monde le sait. Je n'ai pas attendu Biram pour être en politique. Et quand j'ai commencé la politique en 91, quand je me suis investi dans la politique, je n'ai pas attendu de perdre un poste pour aller en politique. Et je n'ai jamais pris un ticket retour non plus. Il y en a qui ont quitté le pouvoir pour aller à l'opposition, d'autres sont revenus au pouvoir. Moi, je n'ai jamais pris qu'un ticket aller du pouvoir, je n'ai jamais pris le ticket retour.
Donc, par conséquent, le fait, d'abord, ce n'est pas juste vis-à-vis de qui que ce soit, mais je dis que c'est même enfantin de le croire, parce que j'ai dit encore une fois que tout le monde sait que moi, je m'engage sur la base d'idées, de principes, d'un programme de société, et non pour barrer la route à telle personne ou à telle autre personne. Ça n'avait pas de sens. Pour le compte de qui, d'ailleurs, j'allais le faire. Il se trouve que dès 2018, j'ai tiré les leçons des élections de 2018. Et dès 2018, nous avons pris l'initiative de créer la CVE. Non pas par rapport à la présidentielle, parce que je pouvais ne pas être candidat à la présidentielle, et nous n'avions pas pris l'initiative pour présenter une candidature encore une fois. Nous nous étions dit que puisque nous sommes sensibles à la question nationale, ceux qui sont sensibles, contactons ceux qui sont sensibles à la question, retrouvons-nous pour essayer de mettre en place une plateforme que nous pourrons discuter éventuellement avec un candidat. Mais c'est dans la période de sensibilisation que la base a dit non seulement elle adhère à l'idée, mais elle ne veut pas d'un candidat également qui sortirait de nos rangs. Voilà comment on est arrivé à faire cette candidature. Mais vraiment de là à chercher je ne sais qui, tel ou tel, bon, en tout cas, je suis sûr que Biram n'est pas convaincu de cela. Voilà. Lui, En tout cas, il sera dans ce siège la semaine prochaine. C'est le prochain invité de cette émission Liqa Khas qui est destiné à faciliter l'accès de toute la classe politique aux médias publics. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la prochaine fois. D'ici là, passez d'agréablement en suivant les programmes de Mauritania. Au revoir.